Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. On va parler bull run aujourd'hui. Est-ce que oui ou non c'est terminé? Je vais vous expliquer, je vous spoil déjà que ce n'est pas terminé. On est dans une période qui est similaire à des moments qu'on a déjà vus, et qu'en termes de temporalité, on est plutôt bon. Alors c'est vrai que quand on regarde l'actualité, entre le président américain qui lance son même coin, la femme du président américain, la première dame, qui lance son même coin, un autre président africain lance son même coin, un président d'Amérique du Sud lance son même coin, bref, on n'arrête pas, on peut se poser des questions si oui ou non ce ne sont pas des signaux de top, et pourquoi ce n'est pas justement des signaux top. Je vais vous donner mon avis, vous expliquer pourquoi, et vous donner des éléments d'indication pour vous montrer que c'est quelque chose qui est plutôt classique de ce côté-là. Alors, avant de commencer, juste pour vous rappeler deux choses, c'est que 1, c'est un avis personnel qui est basé sur mes analyses, sur mon expérience, et que 2, pour avoir déjà vécu ces moments-là, je peux vous dire que ça sent le classique par rapport à ça. Et même je pourrais dire un 2 bis, il faut savoir que les cycles se ressemblent systématiquement, on a un certain rythme qui est dedans, mais il y a des spécificités à chaque fois. Et ces spécificités, à chaque fois, on a toujours les mêmes phrases qui arrivent. Ça y est, c'est le début, ça y est, c'est la fin, c'est différent cette fois-ci. Et donc, ça veut dire qu'on a une rupture. Et je vais vous donner des exemples concrets par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Mais avant, la grosse critique que l'on retrouve systématiquement pour dire que le bear market est là, que ça y est, le bull run est terminé, et que vous auriez dû vendre vos cryptos, à peu près les commentaires des bears qu'on retrouve sur Twitter et dans mes commentaires de vidéos, c'est que la macroéconomie est différente. Ok, super, merci pour ça, parce qu'à chaque fois, ça revient systématiquement. En effet, la macroéconomie est différente. Ça a été le cas aussi avec la crise du Covid, hein. Je pense que plus gros crash que l'on a pu connaître, c'est compliqué de faire plus impromptu que ça. On a eu la guerre en Ukraine, on a eu la chute de SVB. Ok, la chute de SVB, juste pour vous dire, c'était ce point-là, hein. Ce point-là, 19 000 $, 20 000 $. Là, ça a été la peur généralisée de l'effondrement américain sur les banques. Bon, on a continué à monter. On a continué à monter. Oui, cette fois-ci, c'est différent. C'est la phrase qu'on retrouve systématiquement, et oui, cette fois-ci, c'est différent. Les tarifs, c'est différent. L'impression économique, c'est différent. L'Amérique est en crise. L'Amérique est en crise. L'Amérique est en crise. Oui, c'est vrai que ça se voit grandement quand on regarde le Nasdaq. On pourrait faire le même exercice sur S&P 500. Oui, mais en fait, non, quand on regarde la réalité des cours, bon, on peut pas dire que c'est un price action qui n'est pas en tendance haussière. C'est compliqué de le dire, hein, de dire l'inverse. Et pourtant, oui, c'est peut-être surpricé, tout ce qu'on veut, mais in fine, la réalité c'est que ça pousse, et le marché est tendance haussière. Peu importe ce qui se passe en termes d'annonces, hein. Alors on a des petits mouvements de volatilité, oui, pur et dur, on le voit bien dans ces mèches-là, on voit qu'on est allé retester des niveaux clés, ok, par rapport aux tarifs, par rapport à la guerre économique qui est en train d'avoir lieu entre les USA, le Canada, le Mexique, la Chine, bref, le monde entier. Ok, mais est-ce que ça se voit dans le cours? Enfin, je veux dire, là, juste pour vous transposer cette semaine, on a eu je ne sais pas combien d'annonces d'augmentation de tarifs douanières. Ok, est-ce que ça se voit? Bah non, absolument pas. Absolument pas, on a de la volatilité, oui, et après on clôture, le marché est positif par rapport aux actions qui sont effectuées par Donald Trump, par rapport aux chiffres qui sont arrivés, par rapport à la politique de la Fed, globalement, tout est en train de se mettre en place de façon positive. Alors oui, on va avoir systématiquement la peur, le fait de se dire qu'on va manquer de liquidité, ça va s'écraser, bref, peu importe, les mots changent, mais la tonalité reste toujours identique. Pourtant, le marché continue à pousser. Parce que cette peur n'est pas forcément symptomatique, et réalisé par le marché. Oui, on peut retracer, oui, on peut avoir des mouvements violents qui peuvent être de 5, 10, 15% sur le Nasdaq et le S&P 500, mais est-ce que, en dézoomant, on a l'impression de se dire qu'on est dans une tendance baissière? Ben non. Non, absolument pas. Oui, on a des crashs, oui, on a des respirations, oui, on a des momentum qui sont assez compliqués à gérer, mais on continue toujours à la hausse. Et ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que ça va continuer sur 2026, 2027, 2028. Non, je pense qu'on aura des contractions, mais la réalité, c'est que le marché prend très positivement l'arrivée de Donald Trump
et que la Fed ne laissera absolument pas les banques et le système bancaire bouger quoi que ce soit, c'est-à-dire que s'il y a un problème de liquidité, je peux vous assurer qu'on aura les vannes qui vont se rallumer. Quand on regarde les injections de liquidité que l'on retrouve sur le Worldwide Liquidity, on voit que ça continue à monter systématiquement depuis 2023, donc on a de l'injection de liquidité principalement par les aides qui ont été effectuées sur la SVB, sur la Signature Bank, etc. Donc on a de l'injection monétaire, et on a ici une économie américaine qui a confiance par rapport à l'arrivée de Trump au pouvoir. On a une économie américaine qui n'a pas peur de la guerre économique. Même s'il va avoir des impacts, c'est sûr et certain, ça n'empêche que la réaction est plutôt haussière. Donc, considérez que oui, il va avoir un crash, je suis sûr qu'il va avoir un crash. Est-ce que c'est en 2025? Absolument pas. En tout cas, là, ça n'a pas l'air du tout. Et la réalité, c'est que plus on va avoir peur, plus on a un signal de ne pas top. Voilà, de ne pas top, c'est-à-dire de ne pas faire un top, de not top. Voilà, c'est un peu ça le principe. Plus on est peureux, plus on se dit qu'on n'est pas dans le top. Est-ce qu'on est dans l'euphorie? Globalement, dites-moi, est-ce qu'on est dans l'euphorie, dans la crypto ou dans la macroéconomie? Non, pas du tout. Là, on a eu un certain nombre de réactions de journalistes et d'économistes qui nous disaient que les tarifs, les taxes douanières allaient faire sombrer l'économie américaine et que c'était le sujet qui revenait dans les earnings. Oui, tout à fait, les sujets ont été abordés en long, en large, en travers par les différentes sociétés, et pourtant, on voit bien que ça pousse. Donc, il faut bien faire la séparation entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais ça veut juste dire qu'il faut se décorréler de la peur généralisée du marché, rester purement factuel. Et c'est un peu la même chose au niveau de BTC. Alors, oui, malheureusement, on n'est pas aussi dans la possibilité de faire un ATH sur le Bitcoin. Pas le cas non plus sur le Total 3, on le voit bien, donc sur les cryptos non plus, mais ça empêche que c'est positif. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de recul, j'arrête pas de vous le dire, et pour ça, on va se dire, ok, mais où on en est dans le bull run concrètement? Dans ce cycle, où on en est? Qu'est-ce qui fait la différence de ce cycle par rapport aux autres? Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez en commentaire en description une communauté privée gratuite avec de la formation, de l'information, des lives, et le prochain live sera mercredi 18h avec un expert de Ledger pour parler sécurité crypto, sécurité informatique et comment ne pas tomber dans les arnaques classiques que l'on retrouve. Bref, tout pour pouvoir avoir les bons réflexes de sécurité. Pour vous inscrire, c'est en commentaire en description et on retourne sur BTC. Alors, où on en est concrètement? Alors là, il y a plusieurs méthodologies pour pouvoir le déterminer. Ça, si vous vous souvenez, cette analyse-là, je vous l'ai déjà faite à plusieurs reprises en 2023, 2024. Et donc, je pense qu'il est important de le refaire en 2025 pour bien vous donner ces notions de temporalité. C'est toujours les mêmes flèches, je n'ai pas changé, mais c'est important de revenir dessus. Il y a plusieurs méthodologies, c'est de bottom à top et de halving à top. Voilà, c'est les deux méthodologies qui fonctionnent plutôt bien. Et on a le cycle 2012, 2016, 2020 et notre cycle qui se trouve ici. Et c'est là où on va voir qu'on a quand même une cyclicité qui est plutôt assez cohérente. On va être à 731 jours, 853 sur le cycle 2017, un cycle plus long pour 2020-2021 avec un double top qu'on a pu avoir, et on a deux halving à top, on va voir qu'on a une augmentation du nombre de jours. 335, 487, 549. Pareil, de bottom à top, on voit qu'on a une augmentation. Est-ce que ce serait pas le cas aussi pour nous, sur ce cycle-là? Est-ce qu'on aurait un allongement des cycles? Peut-être. Mais ça, encore une fois, c'est une supposition, on ne peut pas considérer que c'est une règle, à partir du moment où on n'a que 3 occurrences, 1, 2, 3, mais quand on regarde l'état, c'est vrai qu'on a ici une courbure qui est en train de diminuer, donc c'est-à-dire des rendements qui diminuent petit à petit, alors attention, je suis en logarithmique, hein, tout est relatif, et une temporalité qui s'allonge non pas entre les halvings, mais entre le bottom et le top. Et donc ça veut dire que petit à petit, le signal qu'on est en train d'avoir là, c'est que petit à petit, on est en train de se séparer de la notion de halving. Mais ce qui est plutôt logique, on a une représentation générale de se dire que le halving, c'est quelque chose qui rythme. C'est une réalité. Mais pourquoi ça rythme? Ça rythme parce que ça a un impact très fort, très fort même, pour l'industrie qui est derrière Bitcoin. L'industrie derrière le Bitcoin, c'est le minage, et le minage, c'est quelque chose qui nécessite énormément de fonds pour pouvoir fonctionner, et a besoin justement de ces récompenses pour pouvoir être rentable, très rentable, voire même très rentable quand on a les bonnes installations et les bons ASIC, c'est-à-dire les bonnes machines, les bonnes versions de machines pour pouvoir miner du Bitcoin. Mais la réalité, c'est qu'on pourrait se dire que dans 1, 2, 3 cycles, en effet, on est petit à petit un allongement du cycle avec une déperdition de l'intérêt du halving. Petit à petit. Est-ce que ça va se faire ce cycle-là?
Absolument pas. On n'a pas encore le nombre d'occurrences, on va se baser principalement sur la fin de ce cycle pour voir si oui ou non ça se confirme, et le voir petit à petit se faire devant nous, mais si vous l'avez bien compris, ça sous-entend qu'on aura encore d'autres cycles, plus ou moins volatiles, mais ça importe assez peu, et que la temporalité, il faut la prendre en considération. Oui, les cycles sont à chaque fois rythmés un peu de la même façon. On a un bottom qui se pose avant le halving, ici par exemple en 2018, un halving, et un top qui se pose après le halving. Ensuite, un bottom, un halving, et un top, et ainsi de suite. Et ce rythme-là a toujours été fait, quand on regarde l'historique, à peu près sur la même typologie de fréquence. Oui, j'ai dit qu'on avait augmenté de temps en temps. C'est une réalité, mais ça n'empêche qu'on a quand même une certaine fréquence qui est en train de se faire. Et on peut se poser, globalement, ça sous-entend quoi pour nous, ici, qui sommes ici, tout simplement. Si on regarde la temporalité qu'on a pu avoir sur le cycle de 2017, parce qu'on considère qu'on ressemble vachement au cycle de 2017, bah ça nous amène ici en avril 2025. Bon, mais si on regarde, on a augmenté, on a augmenté, on a augmenté. Donc, en prenant cette considération, et qu'on se dit qu'on va continuer à augmenter petit à petit, pour arriver à quelque chose qui serait plus loin que notre ami ici, ou au moins identique, ben on se dirigerait certainement sur la fin 2025. Là, on est en octobre, ok, et si on continue peut-être même en décembre 2025, peut-être même en janvier 2025, pourquoi pas et se rapprocher du prochain halving? La réalité, c'est que si cette règle se fait, bah à ce moment-là, on a encore le temps. Si on a le temps, ça veut dire aussi qu'on a peut-être moins d'accélération exponentielle et plus de temporalité. Quelque chose qui est plus compliqué à gérer aussi psychologiquement. Quelque chose qui est plus éreintant. Est-ce que c'est quelque chose qui serait cohérent par rapport à ce qu'on a déjà vécu, aux spécificités de nos cycles? J'ai envie de vous dire oui, regardez ici. Regardez ici. Son temporalité, accélération, temporalité, accélération, temporalité, accélération, temporalité. C'est ce qu'on a vécu, ce cycle-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les autres cycles? Plus difficilement, oui, on en retrouve ici, on en retrouve là, mais c'est pas du tout le même type de construction. Est-ce que c'est pas une spécificité de ce cycle-là? Ben oui, mais est-ce que ça veut dire que c'est le top? Pas du tout, c'est juste que le ressentiment est un sentiment de désespoir extrême, de peur extrême, comme on peut le voir sur le Fear and Greed Index. Je vous invite à regarder, et je resterai toujours dans la même politique, c'est qu'un top ne se pose pas dans la peur, se pose dans la cupidité. Est-ce qu'on est dans la cupidité? Pas du tout, on est dans la peur. On est dans la peur de se dire qu'on est dans un top. Il y a personne qui se dit qu'on est dans une phase d'hyper-expansion. Il y a personne qui a cette réflexion-là maintenant. Donc, pour moi, ça reste dans l'idée qu'on est toujours dans une phase plutôt classique, on est dans une phase de bull run, oui, on a nos spécificités qui sont plus dans une forme de temporisation. Et maintenant, si on se base, pareil, sur la réflexion de halving vers top, parce qu'en plus on a une spécificité qui est à part, où on a de l'injection de liquidité qui a eu lieu à un autre moment, qui a été assez fort par rapport au lancement ici de l'ETF, qui s'est trouvé ici en janvier 2024, injection de liquidité, respiration, continuité de l'injection de liquidité, et là on continue à injecter de la liquidité. Je veux dire, si on lisse sur les mois, on voit bien qu'on continue à croître petit à petit dans le nombre de liquidités qui sont injectées dans les ETF spot Bitcoin. Ça ne change pas, ça continue. Donc on a vraiment une relation logique par rapport à nos spécificités. Et oui, on a un cycle, mais à ce moment-là, si on se base sur la même... Enfin, sur le même principe, en se disant 487 jours, ça nous amène en août 2025. Ok, on a le temps. On a encore le temps, parce que nous sommes, pour rappeler, le 15 février. Nous avons le temps. 549 jours. Ok. Bon, là, on va aller à 549 jours. 549 jours, on arrive sur la fin de bull run qu'on a noté d'ailleurs depuis très très longtemps, en novembre 2025. Novembre 2025. On a le temps. Encore une fois, si on se base sur ces fréquences-là. Et si on est dans cette règle de continuité, bah peut-être ce sera aussi décembre 2025. Peut-être même début janvier 2026. Après, la notion de macroéconomie, à un moment donné, on aura bien une respiration. C'est logique, c'est normal. Quand on est dans une phase d'accélération et d'expansion, on va avoir à un moment donné une phase de contraction. Ce qui est logique, c'est un rythme, c'est la théorie de Dow qui est derrière, c'est ce qui régit tous les marchés financiers, et pas que la crypto, et pas que le Nasdaq, et pas que le S&P 500. Quand on va avoir une expansion, à un moment donné, on aura un retracement. Mais ce retracement sera toujours plus haut que le bas précédent. Si c'est pas le cas, c'est qu'on est dans une rupture de la tendance haussière, et ça n'arrivera pas, en tout cas, en l'état, il n'y a rien qui nous dit que c'est ce qui est en train de se passer.
Par contre, ce qui est compliqué, c'est la psychologie qui est derrière. Techniquement, quand on regarde juste ça, on se dit qu'on n'a absolument rien qui nous dit qu'on est en train de faire autre chose. Oui, il y a des spécificités. La spécificité d'aller faire un ATH avant le halving, le fait d'avoir eu le halving, d'avoir eu un bull market qui était très long, le fait d'avoir eu des altcoins qui sont en double détente, mais si vous avez compris ce qui se passe derrière et que on a la schématique d'essayer de transposer chacun des cycles sur le suivant en considérant que ça va être exactement la même chose, sans une bonne gestion de risque, il y a des erreurs qui sont faites, et le fait de transposer tout de suite, suite à la TH ici, les bénéfices qu'on a effectués là sur des altcoins, on va être en souffrance. Donc cette souffrance entraîne une capitulation entraîne une sous-performance d'altcoin, et ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'altcoin season, ça ne veut pas dire que Bitcoin va arrêter de pousser, ça ne veut pas dire que tout est à jeter. Non, ça veut juste dire qu'on a des spécificités. Et c'est à nous de nous adapter sur ces spécificités, et je pense qu'on peut continuer à avoir d'autres spécificités qu'on n'a jamais vues ailleurs. Parce que jamais on a eu un président qui a lancé son même coin. Jamais on a eu un président des USA qui ouvertement pro-crypto et qui a sa propre plateforme de finances décentralisée. Jamais ça s'est vu. Jamais on a eu un fils de président qui dit « Achetez de l'Ethereum, vous me remercierez plus tard ». À un moment donné, il faut prendre en considération tout ça et comprendre qu'on a des synergies qui sont différentes. Oui, on n'a pas l'impression monétaire que l'on peut retrouver sur 2021, mais avant, je vous rappelle qu'on a eu ça. D'accord ? Ça, tout le monde nous disait que c'était la fin. C'était la fin, globalement, c'était road to zero. Là, je m'en souviens qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de personnes qui se disaient « Non, mais à 3900, non, j'achète pas. Moi, j'attends qu'on aille combler le gap qui se trouve à 1300. » Voilà, ils sont toujours en train d'attendre. Mais la réalité, c'est qu'on va avoir des spécificités, il faut s'adapter, c'est ok, c'est pas un problème. Est-ce que ça peut prendre plus de temps ? Si ça doit prendre plus de temps, ça prendra plus de temps. On se réadapte systématiquement. C'est le but, c'est être patient. Je sais que beaucoup d'entre vous sont impatients parce que l'impatience que vous avez est la transposition juste de l'inconfort réel que vous avez par rapport à votre portefeuille, par rapport à vos altcoins, par rapport à votre gestion de risque, par rapport à votre exposition. Mais cet inconfort ne doit pas prendre le pas sur des décisions qui sont rationnelles et factuelles. Est-ce que factuellement on peut dire qu'on est en bear market ? Absolument pas. En tout cas, le sentiment est peut-être celui d'un bear market, mais en tout cas, la typologie pure que l'on peut retrouver au niveau du cours, c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Donc pour moi, on est plutôt dans une phase de temporisation. Oui, ça peut durer plus longtemps. Et au niveau de mes targets, je reste toujours sur une continuité haussière de BTC, avec des targets à 150 000, 180 000, et même pourquoi pas plus haut. Avec 280, 300 000. Il faut viser haut. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Concrètement, on n'a jamais eu un setup comme celui-là. On n'a jamais eu un pays comme les USA qui a une réserve en Bitcoin. Jamais on a eu un président pro-crypto. Jamais on a eu ça. Jamais on va avoir une réglementation qui va être pro-crypto aux USA. On n'a jamais eu ça. Avant, on n'avait jamais eu autant de liquidités. Ok, ça avait eu un effet particulier. Dire qu'on ne peut pas avoir la même chose parce qu'on n'a pas autant de liquidité que là, ok, mais dans cette période-là, on n'avait pas quelque chose qui était pro-crypto. On n'avait pas un président US qui avait, je le répète, parce que c'est quand même suffisamment fort, un même coin, ni une plateforme de finances décentralisée qui venait de lever des fonds et qui achetait massivement de l'Ethereum. Tout ça, ça n'existait pas. Donc on a nos spécificités qui vont déterminer notre rythme, nos objectifs, qui peuvent être peut-être même plus hauts que celui-là. Est-ce qu'on va avoir une surperformance de Bitcoin par rapport aux altcoins? C'est possible. Est-ce que la famille de Donald Trump achète des altcoins? Oui. À ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que la réglementation crypto va favoriser Bitcoin? Non. Bitcoin, il s'en fout. Bitcoin, lui, ça va être l'injection de liquidité. Par contre, les altcoins, la réglementation va jouer. Et c'est là où il faut comprendre cette typologie-là, prendre du recul, comprendre aussi que tout est en train de changer, et le but, c'est de s'adapter. On s'en fout d'avoir raison ou d'avoir tort. L'important, c'est toujours d'être préparé à avoir tort, justement, pour ne pas être pris de court, avoir un plan de secours, et pouvoir s'adapter systématiquement. C'est le principe de l'investissement, c'est le principe du contrôle d'exposition, c'est le principe de la gestion de risque. Et c'est ce que j'essaie systématiquement dans les vidéos que je vous propose de vous faire comprendre, c'est que l'investissement en crypto, c'est pas simple, c'est compliqué, c'est dur émotionnellement, c'est les vrais de l'investissement, et je pense que ça va être de plus en plus compliqué, même si on a une réglementation qui va se simplifier, même si on va avoir des institutionnels qui sont en train de rentrer, parce que c'est une réalité, les institutionnels sont en train de rentrer. Alors certains vont me dire non, mais qu'est-ce que t'en sais? Ok, regardez votre terminal Bloomberg,
Regardez les personnes qui achètent les ETF, et vous allez voir que ce sont des fonds de pension, que ce sont des États. Oui, il y a quelques groupements de petits institutionnels, si vous voulez, mais majoritairement, c'est des family office. Et oui, ce sont des institutionnels. Et ce ne sont pas la dumb money, ce sont justement des institutionnels. Donc il faut le prendre en considération. Par contre, oui, ça peut prendre du temps. Parce que les institutionnels n'ont pas la même temporalité que nous. Les institutionnels n'ont pas peut-être une maison à acheter ou une voiture à acheter, n'ont pas tout ça, ont une autre relation au temps. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le prendre en considération et ouvrir sa réflexion par rapport à tout ce qu'on peut connaître. La réalité, c'est que la volatilité est en train de diminuer. Elle est en train de diminuer à la semaine. Quand on regarde ici, on voit qu'on est en train de retourner sur les parties basses. Et cette baisse de volatilité, c'est quelque chose que l'on avait connu. Ici, on regarde en mars, on était arrivé ici, et on était baissé jusqu'à juin 2024. Après, on était remonté avec la grande chute d'août 2024, et on était redevenu dans la partie ici, là où on est en train de se trouver. Donc à un moment donné, la baisse de volatilité entraîne généralement une réaugmentation de la volatilité. Est-ce que ça va être à la hausse ou à la baisse? Ça va dépendre de la temporalité, ça peut être très bien à la hausse, puis après à la baisse, et rester dans un range. Mais est-ce que ça change le fait qu'on soit en bull market? Non. Est-ce que ça change le fait que le bull run est inversé? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on est en bear market? Certainement pas. Personnellement, je reste toujours très confiant. Parce que les sentiments, parce que les émotions, c'est une chose. La réalité, la seule chose qui compte, c'est la stratégie que l'on a, et être préparé aux deux éventualités, et à pouvoir, justement, agir en fonction de ces éventualités-là. Donc pour moi, on est toujours dans un bull run. Je pense que ça va être un très très bon bull run. Par contre, il va être très dur psychologiquement à tenir, mais c'est la réalité, il faut juste être préparé. À partir du moment où on est préparé à encaisser, ben on encaissera, et on réussira ce cycle comme les autres pour préparer le suivant.